Le transanimalisme a en effet le mérite de renouveler la question de l'utilisation par l'homme de l'animal. Cette utilisation est certes ancienne. L'animal a toujours servi l'homme, à des fins diverses, alimentaires tout d'abord, mais aussi à des fins agricoles, industrielles, scientifiques, voire même ludiques. La question de l'animal augmenté apporte cependant un nouveau questionnement quant à la possibilité et aux limites à apporter à la transformation de l'animal au-delà de ses capacités naturelles. Transformation obtenue, on l'a vu ce matin, par manipulation génétique, par l'utilisation de procédés d'hybridation ou encore par l'utilisation des technologies robotiques. Ces augmentations de l'animal obéissent à des fins diverses, qui peuvent pour certaines paraître légitimes, comme l'amélioration des connaissances scientifiques ou médicales. Elle pose deux questions proches mais distinctes. Celle de la protection des espèces animales, qui participe plus largement de la protection du vivant, et la seconde, c'est la protection de l'individu animal. J'ai vu que d'autres interventions, celle de Madame Gaillard, étaient consacrées à la protection du vivant. Donc seule me retiendra ici la question de la protection de l'animal individualisé. À cet égard, il est intéressant de constater que la conception utilitaire de l'animal, exacerbée aujourd'hui par le transanimalisme, existait dès l'Antiquité, au cours de laquelle deux thèses coexistaient. La première, on l'a vu avec M. Boyer, celle de l'homme-animal. On en retrouve des illustrations dans les arts, dans la littérature, à travers toutes les époques. Par exemple, les fameuses fables de La Fontaine, par lesquelles il entendait exploiter les traits communs entre l'homme et l'animal pour, je cite, instruire les hommes. La seconde conception de l'animal, fondant l'utilitarisme, est celle de l'animal-objet. Elle n'a véritablement pris son essor qu'avec la théorie de l'animal-machine de Descartes. Ce dernier considérait homme et animal comme des machines, et il considérait qu'ils ne se distinguaient que par l'absence d'âme du second. Cette différence fut assimilée par les disciples de Descartes à un défaut de sensibilité de l'animal. Malebranche affirmera ainsi que dans les animaux, il n'y a ni intelligence, ni âme, comme on l'entend ordinairement. Ils mangent sans plaisir, ils crient sans douleur, ils croient sans le savoir, ils ne désirent rien, ils ne craignent rien, ils ne connaissent rien. Cette conception de l'animal-objet serait à l'origine de la place accordée par le droit à l'animal. En effet, depuis 200 ans, il figure au sein du livre du Code civil consacré aux biens sous la qualification de meubles par nature ou d'immeubles par destination. Aujourd'hui, en revanche, le droit est influencé par la théorie de l'animal être sensible, né à la faveur des progrès de la connaissance quant à la physiologie et quant au comportement animal dont on a pu avoir l'occasion de parler ce matin. J'essaie de parler plus doucement. Alors ici, je ne parle pas seulement de la toute récente loi du 30 novembre 2001 apportant des lois contre la maltraitance animale. Je parle bien avant des dispositions qui ont été adoptées pour protéger l'animal contre la cruauté et les sévices d'abord exercés publiquement, puis non publiquement. De même, leur sensibilité fut dès 1976 adoptée dans la loi du 10 juillet 1976, qui énonce que tout animal étant un être sensible doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. De même, la non-brevetabilité des races animales et celle des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle furent introduites dans le Code de la propriété intellectuelle. Ce n'est pourtant qu'en 2015 que la qualité d'être vivant doté de sensibilité fut inscrite dans le marbre rayonnant du Code civil. Le nouvel article 515-14 énonce désormais « Les animaux sont des êtres doués de sensibilité ». La portée de cette nouvelle insertion divise. Elle est considérée comme cosmétique par les uns, inquiétante pour les autres, ou encore comme un véritable tournant, un changement de paradigme de la représentation de l'animal en droit commun. Certains y voient ainsi la première étape devant mener à la reconnaissance d'une personnalité animale. Le mot est ainsi lâché. Une personnalité juridique serait le moyen le plus approprié et constituerait l'évolution irrésistible à laquelle serait voué le droit. Encore faut-il s'entendre sur le sens qu'on entend donner à la personnalité juridique. Deux conceptions s'opposent là encore. La première est anthropomorphique. Elle tendrait à reconnaître à l'animal une personnalité physique calquée sur celle de l'homme né, vivant et viable.
La manifestation la plus spectaculaire de cette conception réside probablement dans la Déclaration universelle des droits de l'animal, dont faisait état Aloïse tout à l'heure, déclaration de 1978. Les dangers d'une telle conception ont largement été dénoncés, y compris par les partisans d'une personnalité animale, et tiennent principalement au risque d'abolition de toute hiérarchie entre l'homme et l'animal. Aussi, d'autres auteurs, plus attachés à la primauté de la personne humaine, préfèrent une personnalité purement technique, construite sur le modèle de la personnalité des personnes morales, et devant se limiter à un simple point d'ancrage des droits. D'abord isolée et combattue, cette thèse semble aujourd'hui prospérer, y compris parmi les juristes. Certains universitaires ont adopté la déclaration de Toulon, laquelle déclare solennellement et notamment que la qualité de personne au sens juridique doit être reconnue aux animaux. Aussi, sans remettre en cause la nécessité impérieuse d'améliorer la protection de l'animal, m'est-il apparu intéressant de m'interroger sur l'efficacité d'une personnalité juridique technique pour assurer une meilleure protection des animaux. L'examen montrera que la proposition refonde sur des fondements incertains, mais dont on peut s'accommoder. Mais surtout, que les effets d'une personnalité animale technique ne sont pas en adéquation avec le but recherché. L'honnêteté commande tout d'abord de dire que la création d'une nouvelle personnalité juridique est théoriquement tout à fait possible. Cependant, son intégration dans notre ordre juridique soulèvera quelques difficultés. La possibilité de créer une nouvelle personnalité juridique ne fait en effet aucun doute. En premier lieu, au regard de ce qu'est le droit. Le droit est une création intellectuelle de l'homo sapiens, comme disait Romain Moffat, une pure œuvre de l'esprit qui peut tout à fait faire abstraction des considérations matérielles. Le droit tout entier est bâti sur des fictions. La notion de personnalité ne fait à cet égard pas exception. Elle est généralement définie comme l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Elle n'est qu'une construction intellectuelle et fonctionnelle. Ce caractère fonctionnel et technique de la personnalité était déjà exprimé à propos du sujet de droit par René de Mogh, selon lequel la qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que l'homme vivant en société reconnaisse comme suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité. La personnalité d'étendre ou de restreindre les bénéficiaires de la personnalité juridique est ensuite manifeste. Elle se vérifie à la fois historiquement et comparativement. Historiquement, elle s'infère tout d'abord des différentes modulations des bénéficiaires de la personnalité juridique, des personnes physiques, laquelle, si elle bénéficie aujourd'hui à tous les individus nés vivants et fiables, de leur naissance jusqu'à leur mort, ne bénéficie pas aux esclaves, qui pouvaient être considérés comme des objets de propriété. Elle se manifeste de manière encore plus évidente avec la création, à côté de la personnalité des personnes physiques, de la personne morale à la fin du XIXe siècle pour répondre à la nécessité de protéger des intérêts collectifs et de concentrer les capitaux. Ainsi, elle fut d'abord accordée aux sociétés commerciales en 1867, puis aux syndicats par la loi du 21 mars 1804. Par ailleurs, alors même que certains auteurs considéraient que la personnalité juridique ne pouvait être reconnue que par la loi, la Cour de cassation a au contraire considéré en 1854, consacrant la thèse de la réalité défendue par Léon Michoud, que la personnalité pouvait être reconnue à tout groupement animé d'un intérêt collectif distinct de ses membres, s'il est doté d'une organisation capable de l'exprimer, à condition que les intérêts en question soient licites. La possibilité de créer une nouvelle personnalité juridique se vérifie également comparativement quand on sort de nos frontières. En effet, certains États ont déjà étendu la catégorie des personnes juridiques à de nouvelles entités. C'est le cas par exemple de l'Équateur, dont la Constitution élève depuis 2008 la nature, Pachamama, au rang de sujet de droit. C'est également le cas de la Bolivie, dont la loi de la terre-mère qualifie la nature de sujet collectif d'intérêt public. C'est enfin le cas un autre exemple de la Nouvelle-Zélande qui reconnaît cette nature au fleuve Wanganui. De manière plus restrictive, plusieurs pays ont pu reconnaître une certaine forme de personnalité à des animaux. C'est le cas par exemple de l'Inde, dont le ministère de l'Environnement appelle à reconnaître les droits des dauphins, mais également de l'Argentine, dont les juridictions, après avoir écrit un simple obiter dictum
ayant envisagé de reconnaître des droits à un orang-outan, reconnaît pour la première fois au monde à une chimpanzé, Cecilia, la qualité de personne non humaine et le bénéfice de droits fondamentaux tels que la liberté d'aller et venir ou encore le droit de vivre dignement. Soulignons également que certains pays ont pu reconnaître la personnalité juridique à d'autres entités, des entités numériques comme les bots ou les robots. Certains auteurs d'ailleurs plaident en faveur d'une telle reconnaissance en France, mais des États ont déjà franchi le cap. L'Arabie Saoudite, en 2017, a, à grand fracas médiatique, accordé la citoyenneté au robot Sophia, mais le Japon aussi a pu accorder un titre de séjour à un bot destiné à faciliter la communication entre particuliers et administration. Aussi, la possibilité théorique de créer une nouvelle catégorie juridique ne fait aucun doute. En revanche, des difficultés apparaissent quand on essaie d'intégrer cette personnalité dans le système préexistant. On rejoint ici les propos d'Emmanuel Joland, lequel considérait que rien en théorie ne pourrait donc empêcher la loi, voire le juge, d'accorder la personnalité juridique, sauf la cohérence d'ensemble de la construction juridique. La proposition d'une personnalité animale nous semble dénaturer la notion de personnalité telle qu'elle existe actuellement et reposer sur une conception réductrice des rapports aux choses. Alors, je passerai rapidement sur la dénaturation de la notion de personnalité juridique. En effet, si la notion de personnalité juridique est une notion abstraite, il ne reste pas moins que les deux types de personnalités juridiques existantes ont des points communs. Sans rentrer pour le moment dans les querelles relatives au seuil de reconnaissance de la personnalité juridique, elle se définit comme l'aptitude à être titulaire de droits et assujettie à des obligations. Par ailleurs, l'une et l'autre des personnalités sont dotées d'un patrimoine. Si le volet titularité des droits ne semble pas faire défaut à la personnalité animale, dont c'est le but même, l'absence de patrimoine et d'obligations qui la caractériserait interroge. Là encore, et même s'il faut dépasser nos réflexes juridiques, il faut bien reconnaître que l'absence de patrimoine ne nous semble pas dirimante. Il a pu être démontré par le professeur Marqueno que si la théorie d'Obriero créait un lien indéfectible entre la personne et le patrimoine, ce lien indéfectible n'avait de sens que lorsqu'il n'existait pas de droits extra-patrimoniaux. Dès lors qu'il existe des droits extra-patrimoniaux, la personne peut continuer à exister sans patrimoine. L'argument est, semble-t-il, convaincant. J'ajouterais au surplus que l'utilité même de la notion de patrimoine pourrait être discutée. David Diez est l'auteur d'une thèse selon laquelle, si elle a correspondu à une conception de l'homme et du droit, elle ne présente plus guère d'utilité aujourd'hui. On peut donc largement relativiser l'absence de la notion de patrimoine pour caractériser la personne. L'absence d'obligation à la charge des animaux nous semble en revanche plus problématique. Personnes physiques comme personnes morales sont actuellement soumises à des obligations ou en tout cas à des devoirs. L'adoption d'une personnalité animale dépourvue d'obligations bouleverserait ainsi la définition de la personnalité juridique en la privant d'un volet passif. L'argument a cependant été écarté par certains auteurs. Ainsi, Marie-Angèle Hermite, qui défend l'idée non pas d'une personnalité de l'animal mais d'une personnalité de la nature, compare la situation des enfants à celle des animaux, en rappelant que les jeunes enfants n'ont aucune obligation positive, mais qu'une obligation générale de ne pas nuire, dont la responsabilité pèse sur les parents. Il en irait de même pour les animaux, dont les dommages qu'ils auraient pu provoquer seraient couverts par la responsabilité du propriétaire ou du gardien. Trois arguments méritent cependant d'être opposés. En premier lieu, les majeurs sont aussi responsables des dommages d'autres choses, sans pour autant, enfin les choses dont ils ont la garde, sans pour autant qu'on puisse considérer que ces choses... Excuse-moi, l'interprète demande d'aller un petit peu moins vite. D'accord. Alors, en deuxième lieu, les mineurs ont quand même une responsabilité pénale. Donc, ils ont quand même des devoirs envers la société. Même si cette responsabilité pénale est, on le sait, atténuée. Par ailleurs, une autre différence réside entre un enfant et un animal. L'enfant sera un jour au moins potentiellement capable d'exercer lui-même ses droits. Il n'en est pas de même de l'animal, qui ne sera jamais apte à assumer des droits et obligations. Dès lors, en droit positif, la personnalité juridique s'entend de l'aptitude potentielle, au moins, à avoir des droits et des obligations. Par ailleurs, la proposition d'une personnalité animale nous semble reposer sur une conception trop réductrice des rapports aux choses.
Selon ses partisans, une telle personnalité animale préexisterait, car l'animal est déjà protégé par le droit dans son intérêt propre, ce qui permettrait, avec l'existence d'un organe pour exprimer son intérêt, de caractériser les conditions d'existence d'une personnalité juridique définie en 1854. Cette protection de l'animal, dans son intérêt propre, démontrerait par ailleurs la déréification de l'animal. Outre des arguments textuels, cette déréification résulterait d'une incompatibilité entre la protection de l'animal dans son intérêt propre et les pouvoirs du propriétaire. Cet argument nous paraît pouvoir être écarté à plusieurs égards. Alors, je ne doute pas que l'animal ait un intérêt propre, mais je pense qu'on devrait plus prendre en considération cet intérêt propre. En revanche, ce que je mets en doute, c'est que le droit actuellement, même si ça commence à s'atténuer avec la nouvelle loi, protège l'animal dans son intérêt propre. Je m'explique. Pourquoi protéger davantage les animaux plus proches de l'homme que les animaux sauvages? Pourquoi protéger davantage mon lapin nain que le lièvre du fond de mon jardin, si c'est dans son intérêt propre? En deuxième lieu, il ne nous semble pas y avoir de véritable incompatibilité entre la propriété et la protection de l'animal pour lui-même. En effet, il existe déjà des propriétés limitées dans l'intérêt de la chose. C'est le cas, par exemple, des pouvoirs du propriétaire d'un monument classé. Par ailleurs, si l'incompatibilité entre la limitation des pouvoirs de propriétaire dans l'intérêt de la chose elle-même peut tout à fait se concevoir dans le cadre d'une conception classique de la propriété, elle est moins évidente dans le cadre de la propriété modale, qui est possible dans le cadre d'une théorie rénovée de la propriété, la propriété étant seulement caractérisée par le lien d'appartenance entre le propriétaire et sa chose. Il y a déjà des propriétés modales, des propriétés finalisées. C'est le cas de la fiducie, par exemple. Enfin, quand bien même on adhérait à l'idée selon laquelle la protection de l'intérêt propre de l'animal serait peu compatible avec l'exercice d'une propriété, cela ne permettrait pas de démontrer que l'animal n'est pas une chose. En effet, la catégorie des choses ne se limite pas au seul bien. Elle comporte aussi des choses non appropriées, comme les choses communes, ou les res nullus, ou encore les choses dites sacrées. Les rapports aux choses ne se limitent pas donc à un pouvoir d'appropriation. On peut par exemple citer la garde de la chose qui ne se confond pas nécessairement avec la propriété de la chose. Mais j'ai envie de vous dire, tous ces arguments ne sont que des arguments théoriques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire ce qu'on veut avec le droit et on pourrait tout à fait adapter le droit. En revanche, la technique des droits subjectifs, induite par la personnalité juridique, ne me paraît pas produire les effets adéquats par rapport au but de protection. J'essaierai de vous montrer que la technique est inadaptée et de surcroît qu'elle pourrait s'avérer dangereuse. Alors, dans un premier temps, la technique est inadaptée. Alors, elle est inadaptée pourquoi? L'ensemble des auteurs revendiquant la personnalité juridique pour des animaux revendiquent une personnalité pour les protéger en fait des atteintes à l'intégrité physique et à leur bien-être. C'est donc pour satisfaire cette intégrité physique et le bien-être que la reconnaissance de droits subjectifs est revendiquée. Or, l'examen fait clairement apparaître que la technique des droits subjectifs va être superflue, voire même contre-productive. S'agissant du caractère superflu de la reconnaissance des droits subjectifs, cela apparaît clairement quand on s'intéresse à la protection de l'intégrité physique de l'homme, qui ne correspond pas nécessairement à l'exercice d'un droit subjectif. Ça paraît, dans un premier temps, par rapport à l'homme vivant. L'homme vivant, il ne va pas pouvoir voir son intégrité atteinte sans son consentement, mais son consentement ne suffit pas à ce qui est la caractéristique du droit subjectif. Il faut aussi qu'il y ait une nécessité médicale. Mais le caractère superflu des droits subjectifs dans la protection de l'intégrité du corps humain apparaît encore plus nettement quand on s'aperçoit qu'on va pouvoir protéger le corps mort après la mort, donc après la disparition de la personnalité juridique. Or, l'article 16.1.1 du Code civil n'énonce-t-il pas que le respect dû au corps ne cesse pas après la mort? Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. La personnalité juridique n'est donc pas nécessaire à la protection de l'intégrité du corps humain. Enfin,
la technique des droits subjectifs pourrait s'avérer contre-productive. Alors, plusieurs définitions des droits subjectifs ont été proposées. Je vous en fais grâce parce que sinon je serais beaucoup trop longue. La doctrine les définissait comme un pouvoir de volonté reconnu à un individu par l'ordre juridique pour la satisfaction d'un intérêt humain. Ehring y voyait la reconnaissance d'un intérêt juridiquement protégé et plusieurs auteurs actuels y voient la légitimation d'un désir individuel. Ces définitions emportent des conséquences différentes quant au seuil de reconnaissance d'un droit subjectif. Par contre, elles se rejoignent sur leurs effets. La reconnaissance par le droit d'une prérogative permettant d'assouvir un intérêt ou un désir. Or, la notion de prérogative renvoie à un pouvoir de volonté, pouvoir d'exercer ou de ne pas exercer un droit reconnu par le droit objectif. Or, au risque d'enfoncer une porte déjà bien ouverte, le droit subjectif est empreint de subjectivité. Il appartiendra donc au titulaire du droit de choisir d'accepter, par exemple, la diffusion de son image ou de la refuser, de choisir de combattre une atteinte à sa vie privée ou de ne pas la combattre. Ce droit subjectif emporte donc une personnalisation de la protection par le titulaire de la protection lui-même. Or, cette subjectivité et cette personnalisation me semblent peu adaptées à la protection revendiquée pour les animaux. Pour rappel, les droits revendiqués sont pour l'essentiel des droits tenant au respect de l'intégrité de l'animal. À cet égard, pourquoi protéger davantage l'intégrité de mon chien que l'intégrité du voisin? L'intervention tout à l'heure de Madame Falaise m'a beaucoup fait réfléchir sur la question du bien-être, puisqu'elle a démontré à juste titre qu'un même animal, une même espèce, pouvait se comporter différemment. Donc il y a une certaine forme de personnalisation du bien-être. Sauf que la personnalisation du bien-être n'est pas la même chose que la personnalisation du droit permise par les droits subjectifs. La personnalisation du droit subjectif permet de faire sanctionner, de ne pas faire sanctionner une atteinte. Alors que quand on veut protéger le bien-être animal, même si le bien-être est apprécié subjectivement, ce qu'on veut sanctionner, c'est toute atteinte au bien-être. Donc le caractère subjectif de la protection des droits subjectifs me paraît être contre-productif. Enfin, et j'en terminerai par là, la technique des droits de la personnalité juridique me paraît être une technique dangereuse. En effet, selon ses partisans, les partisans minimisent en fait la portée symbolique de la personnalité technique qui resterait contenue dans des limites suffisamment raisonnables pour préserver la frontière entre humanité et animalité. C'est tout l'intérêt, à mon avis, de la thèse de la personnalité technique animale. Juridiquement, l'assertion ne fait aucun doute. Le juriste, averti sur les tenants et les aboutissants de la distinction des personnes et des choses, peut en effet tout à fait mesurer la relativité de la consécration d'une personnalité juridique animale et ne pas lui prêter des effets qu'elle n'aurait pas. Néanmoins, le droit n'est pas fait pour les juristes. Le droit est fait pour tout un chacun. Il est applicable à chacun, à une opinion publique de plus en plus gouvernée par l'émotion et pour laquelle l'idée même d'une distinction entre une personnalité juridique technique et une personnalité juridique anthropomorphique est complètement absconse. La reconnaissance d'une personnalité juridique animale, fût-elle technique, peut ainsi non seulement faire craindre une dérive anthropomorphique, mais également des disséminations des revendications d'une personnalité juridique. Alors, s'agissant de la dérive anthropomorphique, j'en veux pour preuve celle constatée à propos de la personnalité morale. À cet égard, le professeur Loiseau déplorait que la condition des personnes morales se construit de manière mimétique de la condition des personnes physiques. Le constat n'est pas isolé, ni même récent. De facto, les personnes morales se sont vues reconnaître par les juridictions nationales et européennes les droits relevant à l'origine de la seule personnalité des personnes physiques. Droit à la protection du domicile, droit au nom, droit à la réputation, droit à leur honneur, droit à leur considération, de leur liberté de conscience, droit à la vie privée. Une telle dérive anthropomorphique n'est pas du tout exclue en matière de personnalité animale, fût-elle simplement technique. On pourrait nous opposer que seuls les droits humains ayant une utilité pour la personne morale sont reconnus à cette barrière et que les droits à l'intégrité physique ou morale, le droit à la vie, ou encore le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, ne leur ont pas été reconnus. Si le constat ne saurait être nié, il convient de remarquer que ces droits n'auraient aucune autre utilité pour la personne morale. Qu'en serait-il si on accorde une telle personnalité
technique à des animaux, êtres vivants doués de sensibilité. La tentation ne serait-elle pas grande de leur accorder de tels droits dès lors qu'ils peuvent tirer de ces droits un intérêt et dès lors qu'on constate que cet intérêt est déjà juridiquement protégé? Quid surtout de l'animal augmenté qui brouille encore un peu plus les frontières entre l'animal et l'homme, comme ça a été démontré cet après-midi. Par ailleurs, dernier point, mais j'ai envie de dire que pour notre question, ça s'arrêterait là, mais il y a aussi un risque de dissémination d'une revendication d'une personnalité juridique, simplement technique. Comment ne pas craindre, prenant appui sur la notion de personnalité technique, de différentes revendications en faveur des robots, en faveur de la nature, en faveur des arbres. On voit la notion même de personnalité, on perdrait tout son sens et donc toute son utilité. Pour l'ensemble de ces raisons, la consécration d'une personnalité juridique en faveur des animaux nous paraît constituer un symbole dangereux dont les conséquences ne seraient pas aussi maîtrisées que l'on le veut bien le dire. Pour terminer, et pour conclure, je dirais que la personnalité juridique ne me paraît donc pas constituer le meilleur moyen pour améliorer la protection des animaux. La protection est mal taillée. Pourquoi chercher à protéger avec cette protection mal taillée? Et pourquoi vouloir absolument recycler de vieux oripeaux? Mais du coup, quelles alternatives? La question de la protection animale est une question qui devrait être un peu plus considérée. Tout à l'heure, Aloïs parlait du CCNE, et c'est vrai que avant cette intervention, je regardais le nombre d'avis du CCNE et ceux qui pouvaient être consacrés à la protection du vivant. Il n'y en a qu'un, enfin, consacré qu'à ça, hein, l'article 125, l'avis numéro 125. Donc c'est vrai que une réflexion éthique précédant toute décision pouvant emporter des conséquences sur l'animal devrait être engagée. Par ailleurs, on devrait réfléchir, plutôt que d'essayer de faire rentrer l'animal dans la catégorie des personnes, on devrait plutôt réfléchir, me semble-t-il, à proposer une autre voie, une nouvelle voie, et à diversifier nos rapports aux choses. Il y a d'autres choses. Par exemple, le corps humain, les éléments du corps humain sont considérés comme des choses, enfin, étaient considérés comme des choses sacrées. On les protège. La protection ne nécessite pas nécessairement une personnalité juridique. Je vous remercie.